Oh. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter rapidement un nouveau regard sur l'autisme. Dans le fond, qu'est-ce qu'on sait sur l'autisme avec le DSM-4, qui est le grand manuel diagnostique? Généralement, c'est toujours les trois mêmes points qui ressortent quand on parle aux gens et qu'on leur demande qu'est-ce que c'est l'autisme. La première chose, ce sont les comportements stéréotypés, fait que tout ce qui est balancement, flapping, des mouvements comme ça, je sais pas si vous me voyez sur l'écran, mais qui représentent assez bien un certain niveau d'autisme. On parle aussi des intérêts spécifiques, fait que là, je vous ai mis un petit garçon qui aligne des voitures, mais on peut avoir des personnes TSA comme le petit garçon que j'ai en famille d'accueil qui est fan des panneaux de vitesse et des panneaux signalétiques. Il y en a, ça va être l'informatique, des choses comme ça, mais généralement, on va avoir des intérêts assez ciblés. Et la communication, fait que là, je vous ai mis une image qui représente la communication avec les émotions, l'apprentissage des émotions, mais quand on parle de problèmes de communication, il peut y avoir des personnes TSA qui sont non verbales. Mais il y a aussi des personnes TSA qui sont très verbales, comme moi, et qui peuvent avoir des grosses problématiques de compréhension de soi et de l'autre et qui peuvent faire beaucoup d'erreurs sociales sans s'en rendre compte forcément parce qu'on n'a pas le regard de l'autre qui va nous confirmer que ce qu'on a dit c'est correct ou pas. Alors, il va y avoir ces trois caractéristiques-là, on va les revoir sur tout le spectre, qu'on soit verbal ou non verbal, qu'on ait une intelligence dans la moyenne, une intelligence supérieure ou une déficience intellectuelle, on va retrouver ces trois caractéristiques-là. Sauf que quand on parle des comportements stéréotypés, des intérêts spécifiques et de la communication, on s'entend que c'est juste des comportements observables. Mais c'est quoi la fonction de ces comportements? Qu'est-ce que ça veut dire pour la personne autiste? Comment on vit ça de l'intérieur? C'est ce nouveau regard-là que je voudrais vous apporter aujourd'hui. Alors, moi, je vois pas mes titres avec ça. Qu'est-ce que l'autisme pour la personne autiste? La définition, c'est que c'est une condition neurodéveloppementale qui engendre un délai de traitement de l'information. Quand on parle de conditions neurodéveloppementales, c'est bien important parce que c'est quelque chose qui est inné, c'est pas une maladie, on est avec ça, c'est notre cerveau qui fonctionne de façon différente. Et en fait, ça s'explique par, entre autres, une recherche qui a été menée en Californie avec des personnes TSA. En fait, je vous la laisse pour que vous l'ayez en référence. Mais grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que l'enfant, à la naissance, par exemple, n'importe quel être humain, on va développer, par exemple, d'abord le regard. Alors, la vue, elle va être à peu près de la distance entre la poitrine de maman et les yeux de maman. C'est à peu près 20 centimètres. Et là, pendant que l'enfant, il décode son environnement visuel et son sens de la vue, ben, on va observer une activité cognitive qui est vraiment très, 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 très importante. Et tout d'un coup, il va avoir décodé son environnement et ça va redescendre à une moyenne, à une norme pour les normaux pensants en général, qui est viable. On remarque que pour la personne autiste, ces zones cérébrales et cette activité, elle va redescendre un peu, mais elle va rester 67% supérieure à celle des normaux pensants. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous avez une personne autiste puis une personne normopensante, physiquement, ben, à moins qu'il y ait de la comorbidité des traits, mais il n'y a pas de traits physiques autistiques, ça va être juste des traits de comorbidité. On va tous les deux avoir un cerveau qui nous permet de penser, de réfléchir. Sauf que quand la personne normopensante, elle va avoir une idée, cette idée, elle va être reliée, elle va faire des chemins, elle va être très facilement accessible. Faut pas oublier que quand on parle de haut potentiel, on parle bien d'un potentiel. Alors, ça se peut qu'il y ait des gens qui ont une petite maison, une petite bibliothèque cérébrale, mais qui est très, très bien rangée, alors ça les rend très fonctionnels, alors qu'il y en a d'autres qui vont avoir une très grande capacité cognitive, sauf que si leur bibliothèque, elle n'est pas rangée, elle est désorganisée, elle n'est pas classée, pas comprise, ben, on n'arrivera pas à retrouver la bonne information, même s'il y a beaucoup plus d'informations. Alors, pour la personne autiste, ça donne plutôt une représentation en image qui est comme ça, où on a 15 000 informations. Ça marche un peu comme l'intelligence artificielle. Fait que, par exemple, pour que votre ordinateur ou votre téléphone, quand vous prenez un chien en photo, il sait que c'est un chien, c'est parce qu'on a rentré 100 000 photos de chiens dans l'ordinateur et là, il est capable de faire un algorithme rapide et de vous dire, c'est un labrador blond. Mais dans le cerveau humain, dans le cerveau autistique, actuellement, c'est ça qu'on essaye de faire. C'est qu'on va lui dire, oh, regarde, ça c'est un chien, là c'est un Yorkshire, puis le lendemain, ah, ça c'est un chien, c'est un Saint-Bernard.
Et en fait, le cerveau fait pas de lien. Et là, on va rentrer toutes les différentes sortes de chiens dans sa tête. Et là, on va arriver en sursaturation cognitive et on va être très, très fatigué avec ça. L'idée, c'est de permettre à la personne autiste de faire des liens et de voir qu'un chien, qu'il soit gros, qu'il soit petit, à partir du moment où il a une truffe, des oreilles pendantes et une queue droite, ben, c'est un chien et on n'a pas besoin forcément d'avoir toutes ces images de chiens dans la tête pour comprendre le concept. Fait que ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on va prendre toutes les idées qui sont dans la tête des personnes autistes et les conceptualiser pour que la recherche d'informations et le traitement se fassent plus rapidement. Euh, je ne vois pas mon titre. Alors, le lien avec le diagnostic. Dans le fond, toutes les caractéristiques dont je vous ai parlé au début, soit les intérêts spécifiques, les problèmes de communication et les comportements stéréotypés, ben, sont plus ou moins présents selon le développement et l'état de la personne. Quand je parle de l'état de la personne, c'est un peu comme vous, les journées où vous êtes fatigué, que vous vivez des gros stress, qu'il y a des événements imprévus qui arrivent dans votre journée. Ben, vous allez être moins disponible, vous allez être plus fatigué, vous allez peut-être avoir des mouvements pour vous calmer qui vont être un peu plus présents. Là, j'ai fait ça parce qu'il y en a qui vont se tourner les cheveux pour réfléchir, par exemple. Fait que, en fait, nos comportements, ils vont s'ajuster, notre corps va s'ajuster selon ce qu'on est en train de vivre. Alors, à droite, c'est l'échelle de développement autistique que je présente lors d'une formation. Et dans le fond, quand on prend la zone qui est bleue-verte, c'est toute, on va voir l'image vraiment de l'enfant qui va avoir des gros comportements stéréotypés. C'est tout l'apprentissage de soi, l'apprentissage des sens. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, si on est au palier 1, si on prend l'exemple d'une sonnette d'alarme, mettons dans une école, la sonnette de feu, ben, l'enfant qui est au palier 1 au point de vue auditif, il n'entendra même pas la sonnerie. Ça va être comme un brouhaha, comme quand on est et qu'on n'est pas capable de discriminer les sons, les mots dans un son. Fait qu'au palier 1, on n'entendra rien du tout. Au palier 2, l'enfant, il va discriminer la sonnerie parmi son brouhaha interne, mais ça va s'arrêter là. Il va juste discriminer qu'il y a une sonnerie. Au palier 3, il va entendre la sonnerie, puis en plus, il va savoir que c'est l'alarme de feu. Sauf que tant qu'il est en train de se construire, de s'apprendre, de connaître qui il est de l'intérieur, ben, il va juste constater, ah, il y a une alarme de feu. Il va savoir que c'est ça, mais il va pas se l'approprier, il se mettra pas en action. À partir du palier 4, on va être capable de comprendre que, ah, c'est une alarme de feu, ça veut dire qu'il y a un danger. Et je devrais avoir des stratégies, mais je vais encore avoir besoin de quelqu'un pour me dire, ah oui, la stratégie, c'est de se lever et de sortir de l'école pour se protéger. Quand on arrive au palier supérieur, mais on va être capable d'aller nous-mêmes à l'extérieur. Et quand on arrive au dernier palier, ben, on va même être capable de penser aux amis qui sont autour de nous et qui ne se seraient pas mis forcément en action à la sonnette d'alarme. Fait que selon la place où on se situe dans cette échelle, on peut avoir des traits qui viennent du palier 6 et des traits qui du palier 1. Fait que on peut avoir des problèmes sociaux parce que les gens nous trouvent désagréables au palier 6. Et que finalement, c'est parce qu'on parle comme ça, parce qu'on n'a toujours pas décodé notre voix et qu'on ne sait pas que notre voix, elle augmente quand on est fâché. On ne sait pas que notre voix, elle devient plus aiguë quand on est content. Alors, les messages verbaux qu'on va donner en situation sociale, en fait, la problématique vient du palier 1 où on n'a pas encore réussi à se comprendre. Ce qu'il faut savoir en autisme et qu'on ne sait pas bien encore aujourd'hui, c'est que chaque comportement a une fonction. Quand on parle du DSM-5 et des comportements observables, mais il y a toujours une fonction en arrière de qu'est-ce que ça veut dire. Je vais vous en partager deux aujourd'hui pour que vous compreniez bien. Donc, les deux exemples que je vais vous donner, c'est des exemples que j'ai choisis parce que c'est des comportements stéréotypés qui sont très connus du commun des mortels quand on parle d'autisme. C'est vraiment des images très, très classiques. Alors, il y a le balancement et il y a le balancement du corps que je vais vous montrer comme ça. Puis, il y a aussi le balancement le hand flapping ou le finger flapping. Ça, c'est des comportements stéréotypiques qu'on fait. En fait, quand un enfant ou une personne est encore beaucoup dans les premiers paliers, 1, 2, 3, ben, elle va faire des grands mouvements, par exemple, parce que le corps n'est pas connecté au cerveau et que c'est le mouvement qui nous permet d'apprendre depuis qu'on est petit. Et c'est encore ça, même quand on est plus vieux, qu'on a une condition autistique. C'est un peu comme si on allait mettre du mouvement dans notre tête pour aller réussir à trier et ajuster toutes les petites images qu'on a dans la tête et qu'on n'arrive pas. Fait que plus on monte
dans les plateaux de développement, mais moins on va observer de comportements stéréotypés parce qu'on va être capable de se réguler et d'avoir moins de mouvements de notre corps pour pouvoir aller chercher. Ce que je donne tout le temps dans ces exemples, c'est des référents de normaux pensants parce que ça nous aide à imprimer l'information. Et en fait, ça va vous donner un meilleur regard en tant qu'intervenant ou en tant que parent sur les besoins de votre enfant. Et quand on se balance comme ça, vous le savez tous déjà, peut-être que vous n'avez pas encore mis ça en conscience, mais quand on est triste, quand on va pas bien, qu'on soit bébé ou adulte, ben, on va prendre quelqu'un puis on va se balancer un peu, on va se coucouner un peu. L'autre exemple, c'est que si jamais vous êtes en haut d'une falaise et que vous voulez sauter dans l'eau, vous allez faire et ça vous fera pas tomber plus droit ou mieux ou avec plus de grâce. La seule chose que vous faites quand vous faites des mouvements comme ça de votre corps avant de sauter, c'est que vous vous préparez émotivement, vous allez chercher votre courage pour pouvoir sauter. Alors quand vous voyez un enfant TSA qui se balance d'avant en arrière, vous pouvez vous dire qu'il est en train de gérer quelque chose qui fait partie de l'émotion. Alors oui, c'est de l'autogestion, mais c'est de l'autogestion émotive. Ça veut dire que dans votre façon d'intervenir, il va falloir trouver quelque chose qui correspondent à ce critère-là. Quand on voit quelqu'un qui agite les doigts, ça peut être comme ça ou comme ça, c'est du traitement de l'information. Alors, soit votre information elle va trop vite, soit elle n'est pas comprise. Le truc de normaux-pensants, c'est un peu, tu vas à l'épicerie puis tu as oublié ta liste et tu fais, ah, qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, j'ai oublié ça, 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 ça. Et on va le faire de façon instinctive, des mouvements comme ça pour aller se rappeler l'information. Chez la personne TSA, c'est plus caricaturé, ça se voit mieux, mais quand elle bouge ses doigts comme ça, c'est parce qu'elle est en train de traiter l'information que vous lui donnez. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Si jamais vous avez aimé tout ça, si vous voulez en savoir plus, vous avez appris quelque chose, vous voulez faire une différence, vous avez aimé, parce que comprendre et se comprendre, c'est déjà un pas vers l'autonomie. Parce qu'en me référant, vous avez contribué à soutenir d'autres familles, enfants et intervenants. Vous pouvez publier. Je vous remercie beaucoup pour ça et je vous envoie la page de ma prochaine conférence si jamais vous êtes intéressé à en apprendre un peu plus sur le stress et l'anxiété chez la personne autiste. Vous êtes bienvenue à Joliette le 20 novembre.